Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Plan SMS numérique. Nous allons commencer dans quelques minutes. Il y a des participants qui sont en train d'arriver, quelques retardataires. Donc, je vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes et je passerai la parole à Paul Durand pour l'introduction sur le Cluster Lab Silverrock. Et je vous propose de démarrer. Paul, je vais te laisser faire l'introduction. Voilà. On t'entend. Ça marche, merci Vincent. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Paul Durand et je suis le chargé de mission du Cluster Lab Silver Occitanie, donc qui organise ce webinaire. Pour quelques mots de contexte là-dessus. Donc qu'est-ce que ce cluster? C'est un consortium d'acteurs très hétéroclites de la filière Silver Eco. Et donc la structure de référence en région Occitanie sur cette filière. Et quand voilà, donc Berger-Levrault et le GIPI Santé sont par ailleurs des membres fondateurs de ce cluster. Notre objectif, c'est d'organiser et de structurer une véritable filière sur la région et de la dynamiser afin d'innover au service du bien vieillir et au service de la croissance et de l'emploi sur la région. Donc, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on fait, plutôt vous donner quelques exemples. On va aussi bien travailler à créer des synergies entre les établissements thermaux et les établissements médico-sociaux. On va œuvrer à la complémentarité des dispositifs d'aide et d'accompagnement aux entreprises sur le territoire, entreprises, associations et autres structures. Et on est par ailleurs donc dans le comité opérationnel de la phase pilote de l'espace numérique de santé Haute-Garonne. Voilà. Donc, dans ces missions et cette vocation, nous avons souhaité organiser ce webinaire pour vous permettre de gagner en lisibilité sur ce plan SMS, de bénéficier des connaissances et d'expertise d'acteurs comme Berger-Levrault et le GIPI Santé Occitanie, et également de profiter du retour d'expérience de vos pairs avec les PAS 65 qui a donc répondu à cet appel à projet et donc qui pourra donc vous partager son retour d'expérience, donner des conseils, etc. Et donc, l'idée, c'est de vous donner toutes les cartes en main pour vous permettre de répondre à cet appel à projet de la meilleure façon qu'il soit, si tel est votre souhait, en tout cas. Donc, sans plus attendre, je vais donc passer la main à nos différents intervenants. Et donc, ce webinaire va se passer en 3 étapes. Vous aurez d'abord donc Vincent Morel de Berger-Levrault qui vous présentera le plan ESMS dans sa globalité, le GIPI Santé avec Guillaume Marzouki et Laurence Le Sueur-Ginot qui vous présenteront l'accompagnement dont vous pouvez bénéficier avec le GIP. Et enfin, Pascaline Barry et Gilles Breton vous partageront leur retour d'expérience sur le projet. Merci Vincent. Merci Paul pour cette intro. Alors, sans plus attendre, on va parler du plan SMS numérique. Je vais vous présenter globalement le fonctionnement, le pourquoi du comment, et de façon à ce que vous ayez une vision peut-être plus claire pour certains ou toute nouvelle pour d'autres.
Alors, ça s'inscrit d'abord dans le contexte de Ma Santé 2022. Et Ma Santé 2022, c'est 5 grandes orientations, dont une en particulier qui est accélérer le déploiement des services numériques socles. Ce projet, il est d'abord assis sur une stratégie d'interopérabilité entre l'ensemble des systèmes d'information de la santé et du médico-social. Donc, vous connaissez peut-être déjà ce schéma, cette maison qui symbolise les référentiels socles qui sont les fondations, les services et ensuite les plateformes. Donc, si on prend chaque point par un, les référentiels socles, c'est ce qui va permettre de discuter entre différents systèmes d'information, différents logiciels sur des bases communes. Les services socles, c'est par exemple le DMP, la messagerie sécurisée de santé, la e-prescription. Vous avez certainement déjà entendu parler de ces services, notamment le DMP. Et puis des plateformes numériques nationales, dont par exemple l'espace numérique de santé dont parlait Paul à l'instant, qui va être ouvert à tous les usagers en France à partir du 1er janvier 2022. Alors le plan SMS numérique en lui-même, il a un objectif, il y en a plusieurs, mais celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est d'aider les ESMS à se doter d'un DUI avec les fonctionnalités clés connectées avec des services numériques socles et des plateformes. Donc c'est ça l'objectif qu'on va voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un DUI? D'abord, c'est quand même la base. C'est ce que vous appelez régulièrement dans votre établissement le logiciel de soins ou le logiciel d'accompagnement. En tout cas, c'est toute la partie informatisée du dossier usager, informatisé, donc comme son nom l'indique. Alors, dans un DUI, quel qu'il soit, quel que soit l'éditeur du logiciel de DUI, il a été défini un certain nombre de fonctionnalités clés et indispensables, qui sont donc évidemment d'abord un dossier administratif, ensuite un projet personnalisé, la gestion des activités et des rendez-vous, que ce soit en interne ou en externe. Pour les établissements qui sont médicalisés ou partiellement médicalisés, c'est toute une gestion des soins avec le dossier médical, paramédical et le dossier de soins. Le circuit du médicament pour les établissements très médicalisés qui ont des résidents qui nécessitent un suivi médical régulier, donc avec aussi des prescriptions, la délivrance et la préparation. Évidemment, pour que tout ce petit monde fonctionne correctement, il faut qu'il communique. Donc, il y a des outils de communication importants. On a évoqué la messagerie sécurisée de santé, mais avant ça même, un simple cahier de liaison ou des transmissions informatisées, ça aide déjà pas mal. Évidemment, des indicateurs et des statistiques pour savoir un petit peu où on est et où on va. Et puis, de l'interopérabilité, c'est l'objectif du plan SMS numérique, c'est de vous aider à passer le cap de l'interopérabilité. Si vous avez déjà un logiciel, il faudra vous assurer qu'il est conforme et qu'il intègre les fameux services socles, les référentiels socles qu'on a évoqués. Je passe rapidement sur cette cartographie puisque vous pouvez la retrouver sur le site de l'ANAP qui décrit par le menu l'ensemble des fonctionnalités clés d'un DUI. Le plan SMS numérique est un plan sur 5 ans. On ne va pas rentrer trop dans le détail là aujourd'hui, mais pour faire simple, vous savez probablement qu'il y a eu un temps 1 qui a démarré en début d'année avec une première vague d'appels à projets assez courte. Certains d'entre vous ont pu se positionner, notamment les PASS 65 qui va nous faire un retour d'expérience tout à l'heure. D'autres n'ont pas plu, mais c'est pas grave puisqu'il y a un temps 2 de la phase d'amorçage et puis ensuite il y aura la phase de généralisation. Donc vous avez le temps de vous positionner et de préparer au mieux votre dossier pour qu'il soit recevable. Alors justement, cette candidature à l'appel à projet, dans le cadre du deuxième temps de la phase d'amorçage, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est simplement que l'enveloppe a été élargie, puisqu'on passe de 24 millions à 85 millions. Donc, ça va forcément permettre de financer plus de projets,
à peu près 180 à 200, sachant que sur la première phase d'appel à projet, il était prévu entre 40 et 50 projets, et finalement, ce sont 71 qui ont été financés sur l'enveloppe de la CNSA. Donc, une enveloppe plus large sur la deuxième instruction, des modalités un petit peu assouplies sur la constitution des grappes et des dossiers, on le verra juste après. Et également un nouveau type d'appel à projet pour les projets nationaux. Là, ça concerne les gros organismes gestionnaires qui ont des établissements dans toute la France. Il y aura un appel à projet spécifique pour eux. Alors, le séquencement de cette deuxième phase, même si on a déjà un petit peu de retard là sur ce planning qui date d'il y a quelques semaines, normalement, les appels à projets régionaux, donc notamment celui d'Occitanie, mais c'est valable dans toute la France, devaient démarrer courant juin. Bon, il y a quelques jours de retard, ça démarrera probablement en juillet. Donc, l'ouverture de l'appel à projet va démarrer en juillet et contrairement à la première phase, il va s'étendre sur une période beaucoup plus longue, probablement jusqu'au mois de novembre. Donc, ça laissera le temps aux établissements de se préparer, et d'avoir le temps de déposer leur dossier. Ensuite, une phase de sélection et évidemment la phase de conventionnement et de financement sur laquelle on reviendra. Alors, les étapes clés de la candidature. Qu'est-ce qui vous attend tout à l'heure, Pascaline Barry et Gilles Brotteau vont nous préciser un peu mieux comment eux, ils ont fonctionné et quelles étapes ils ont dû passer. Mais globalement, là, on va vous rappeler les étapes clés auxquelles il faut se préparer. Il y a d'abord une expression des besoins. Forcément, quand on veut mettre en place un DUI ou quand on veut se mettre en conformité, il faut pouvoir expliquer de quoi on a besoin, pourquoi on le fait, et rédiger un petit document pas très long. On ne vous demande pas un cahier des charges énorme, mais en tout cas une expression de besoin. Ensuite, il va falloir constituer un groupe d'établissement. On reviendra sur les critères, mais aujourd'hui, dans la phase 2, on est toujours sur 15 établissements, mais avec 2 organismes gestionnaires minimum, via une convention. Il faudra sélectionner une AMOA, donc une assistance à la maîtrise d'ouvrage. C'est un chef de projet, quelqu'un qui va piloter, parce que sur des projets de cette envergure, sur une quinzaine d'établissements, c'est indispensable d'avoir quelqu'un qui pilote, que ce soit en interne ou en externe. L'enveloppe de financement de la CNSA prévoit de la maîtrise d'ouvrage, donc il faut en profiter. Ensuite, la préparation du dossier de candidature. La saisie d'Angalis, donc qui est l'outil PAI numérique, qui va vous permettre de renseigner votre candidature et de décrire votre dossier précisément sur le site internet de PAI numérique. Enfin, dans le cadre d'une acquisition, vous solliciterez le RESA, qui est l'organisme qui a sélectionné et référencé les éditeurs qui se sont engagés à fournir une solution conforme aux exigences de Ma Santé 2022. Et puis ensuite, bien sûr, le choix de l'éditeur sur la base des retours que vous aurez eus du RESA. Alors, on va s'attarder sur 4 de ces étapes qui sont importantes. Déjà, la constitution d'un groupe d'établissement, donc 2 OG et 15 structures et plusieurs types de projets. Donc, soit vous n'avez pas de logiciel, vous n'avez pas de DUI et vous êtes dans le mode acquisition. Dans ce cas-là, vous bénéficiez d'une enveloppe de 25 000 € par établissement et qui permet également de financer l'assistance à maîtrise d'ouvrage, comme je le disais. Soit vous avez déjà un DUI, mais il n'est pas conforme à Ma Santé 2022, et pour l'être, il faut obligatoirement implémenter 2 services socles sur les 3 que sont la messagerie sécurisée de santé, le dossier médical personnel ou partagé, c'est toujours un doute, ou e-prescription. Sachant que e-prescription n'est pas encore sorti, les spécifications ne sont pas encore sorties pour le médico-social, il faudra donc que ce soit forcément MS Santé et DMP. Donc acquisition, mise en conformité,
Pour la mise en conformité, l'enveloppe est de 10 000 €. Il y a également une enveloppe complémentaire pour les établissements qui auraient besoin de s'équiper en matériel, que ce soit en ordinateur, en Wi-Fi, en sécurité. Et donc, une fois que vous êtes dans ces cas de figure-là, vous allez pouvoir constituer votre grappe. Ce qui est important de savoir, c'est les deux choses suivantes. La première, c'est que une grappe peut être constituée majoritairement de structures en acquisition et éventuellement regrouper aussi quelques établissements qui ont déjà un DUI, mais qui sont en mise en conformité. Donc, c'est une des règles qui a été assouplie. Avant, on était soit tous en acquisition, soit tous en mise en conformité. Aujourd'hui, vous pouvez mixer les deux pour peu que ça soit cohérent dans votre projet. La deuxième contrainte, c'est que tout le monde doit avoir fait le choix du même logiciel. Là, pour le coup, il n'est pas possible de monter une grappe avec plusieurs logiciels différents. Il faut se mettre d'accord sur un logiciel, que ce soit en acquisition ou en mise en conformité, mais ça n'est qu'un seul logiciel qui doit être déployé sur l'ensemble des structures de la grappe. Pour les gros organismes gestionnaires, il y a une limite à 30 structures. Donc, vous pouvez très bien avoir un organisme gestionnaire, une grappe qui va regrouper 50 structures. Seuls les 30 premiers seront financés. Autre étape importante dans la préparation du dossier de candidature, c'est les pièces justificatives à préparer pour appuyer la candidature. Donc, la note de présentation avec l'expression des besoins. Il faudra produire également un planning prévisionnel du projet pour que vous puissiez montrer que vous savez où vous allez et dans quel délai. Une lettre d'engagement qui est signée par tous les membres de la grappe. Si possible, des devis provisoires d'un ou des éditeurs que vous avez choisis pour avoir une estimation financière du projet au global, des documents administratifs classiques et des documents financiers encore plus classiques. Donc, préparez-vous à devoir produire l'ensemble de ces documents. Le point 5, ce sont les critères de sélection. Donc, c'est un point très important. Vous pouvez faire le dossier, préparer les documents, etc. Mais il faut absolument avoir à l'esprit ces trois informations-là sur les critères d'éligibilité, critères de priorisation et critères d'usage. Le critère d'éligibilité, c'est à peu près ce qu'on vient de dire, c'est être 15, avoir un DUI qui respecte le cahier des charges, etc. Donc ça vous permet de candidater, vous avez une chance d'être retenu. Ensuite, votre projet, il va être analysé avec des critères de priorisation. Par exemple, la motivation du porteur de projet. Est-ce que le périmètre fonctionnel est ambitieux ou pas? Est-ce que la solution est mutualisée, etc., etc. Est-ce que votre projet intègre des nomenclatures spécifiques comme SARAFPH pour le handicap, Agir Pathos pour les personnes âgées, etc., etc. Donc, plus vous allez cocher de cases, plus votre dossier va remonter dans la pile de l'ARS qui va les sélectionner. Et puis ensuite, les critères d'usage qui sont également très importants. Vous savez que le financement du plan se déroule en 3 phases, 40% au démarrage, 40% à la VSR et donc à la mise en production, et les 20% à l'issue d'une phase d'utilisation au cours de laquelle vous allez devoir justifier du niveau d'utilisation que vous faites de la solution. Le logiciel intégrera des indicateurs pour dire, par exemple, il y a eu tant de projets personnalisés qui ont été mis à jour sur les 3 derniers mois. Et bien, selon ces critères d'usage, s'ils satisfont selon un référentiel qui doit être défini, eh bien, les 20% restants seront versés. C'est pour inciter, évidemment, à ce que le financement qui a été mis en œuvre pour l'acquisition du DUI soit bien opérationnel. Ensuite, je rentre pas dans le détail, mais c'est le système d'achat dynamique du RESA. Il y a une petite procédure à suivre pour déposer votre dossier.
Voilà pour ce qui est du plan ESMS numérique et pour ma partie. Vous avez beaucoup de documents annexes que vous pouvez trouver sur Internet, notamment les instructions techniques, l'éligibilité en phase d'amorçage, comment remplir le PAI numérique avec le guide du déposant, etc., etc. Je ne vous en dis pas plus, puisque je vais désormais passer la parole à Laurence Furgino, qui va nous parler du GIP e-santé Occitanie et de la façon dont le GIP peut vous accompagner dans ce grand projet. Alors, je te passe la parole et je te passe surtout la main, Laurence. Voilà. Voilà. On a ton écran, donc tu peux y aller en activant ton micro. Guillaume d'abord, Vincent. Bonjour. Ah d'accord, c'est Guillaume Marzocchi, donc qui est administrateur du GIP e-santé, qui va introduire cette partie. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, très bien. Merci Vincent pour cette présentation bien complète et très synthétique. Donc moi je vais vous présenter en quelques mots le grade e-santé Occitanie, qui est donc il y a donc en France donc un grade par région, et le nôtre en Occitanie donc on prend aujourd'hui 80 agents, donc c'est quand même une grosse boutique, et qui est essentiellement, on va dire jusqu'à présent, financé donc par l'ARS pour développer la e-santé en région. Donc les forces de ce groupement, c'est une maîtrise technologique sur chacun des services qui sont délivrés, un accompagnement des pratiques et le soutien des dynamiques. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient faire ici dans ce projet? Oui, merci. Qu'est-ce qu'on vient faire dans ce projet? C'est vraiment un projet de e-santé, et on verra un petit peu plus loin que je vais vous présenter la gouvernance, effectivement, et on verra un petit peu plus loin que c'est en lien vraiment avec les orientations nationales. Alors oui, merci Laurence. Si je peux passer. Voilà. Donc la gouvernance du grade e-santé Occitanie, donc c'est une assemblée générale qui est composée de 129 membres adhérents, un conseil d'administration de 25 sièges, donc dans lequel on verra, on retrouve différents collèges, et un comité médical et technique qui s'exprime plutôt sur les parties expertise technique, voilà. Donc, si on peut passer sur les collèges, Laurence, ça nous montrera bien la représentativité, voilà, de tous les types d'acteurs sanitaires, médico-sociaux de la région. Donc, que ce soit des établissements à vocation régionale comme le CHU pour ce qui nous concerne de Toulouse et de Montpellier, des établissements publics de santé, établissements sanitaires privés, cliniques, établissements de santé à but lucratif. Et donc, pour les établissements médico-sociaux qui nous concernent plus directement aujourd'hui, donc il y a le collège E et le collège F, où il y a 3 sièges que nous occupons pour les établissements à but non lucratif et un siège pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux à but lucratif. Ça nous fait, en termes de poids général, grosso modo, un droit de vote de 17,5% à peu près au niveau de ce conseil d'administration. Et si on va tout au bout, vous voyez le collège I des institutionnels et financeurs, donc c'est l'ARS. Et pour vous donner un ordre de grandeur, l'ARS a, elle, un droit de vote à 19% dans ce conseil d'administration. Donc, vous voyez que le médico-social est quand même quasiment à voix égale dans ce conseil d'administration avec les institutionnels et les financeurs. Voilà. Si on peut passer, diapo suivante, merci. L'idée en fait de ce mode de gouvernance et de ce groupement, c'est bien de partir des besoins des utilisateurs et du terrain. C'est d'où l'importance de notre présence au sein de ce conseil d'administration, puisque c'est nous qui exprimons voilà, les besoins. Ces besoins qui sont bien évidemment mis en ligne avec des orientations nationales et des priorités stratégiques. Donc là, Vincent vous a fait l'entonnoir jusqu'au plan SMS numérique, en partant de Ma Santé 2022, etc.
Les orientations tiennent compte bien évidemment du projet régional de santé Occitanie et de la stratégie régionale de transformation numérique. Voilà. Donc, en fonction des besoins du terrain, de ces instructions nationales, au niveau du conseil d'administration, on arbitre et on propose des orientations propres pour l'e-santé en région. Voilà pour cette diapo. Et après, je prends le relais. Voilà. Et après, oui, Laurence, je vous laisse la main. Merci beaucoup. Merci. Merci Guillaume pour cette introduction. Donc, à l'organisation du GRAD, donc Groupement régional d'appui au développement de la e-santé, c'est le nom national, et le nom régional, le Groupement e-santé Occitanie. Et du coup, notre optique, c'est d'agir au plus près effectivement des acteurs du terrain pour promouvoir l'usage des services numériques en santé dans les territoires, et notamment se relevant du socle commun des services numériques en santé, qui a bien exposé Vincent Morel en début de conférence. Le groupement apporte son expertise aux professionnels. Il anime et fédère les acteurs du secteur médico-social, social et sanitaire, et soutient leurs projets de e-santé. Et il veille également à l'urbanisation, l'interopérabilité et la sécurité des systèmes d'information à l'échelle régionale. Alors, système d'information de santé, naturellement, à l'échelle régionale. Et le groupement contribue également aux travaux régionaux et nationaux sur tous les sujets qu'il couvre. Alors, pour mémoire, les services numériques portés par le groupement sont les suivants. Concernant l'orientation, Via Trajectoire est un outil d'aide à l'orientation et à l'admission des patients vers les structures sanitaires et médico-sociales. Donc, selon les endroits de la région où vous vous trouvez, vous connaissez plus ou moins Via Trajectoire. Nous avons un outil de coordination avec Spico. Tous les professionnels du sanitaire, du médico-social et du social disposent d'un même outil pour échanger de l'information de manière sécurisée et coordonner les prises en charge. Et la messagerie sécurité de santé, la solution régionale est la solution Medimail, et que c'est compatible en Occitanie pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, mais aussi les professionnels libéraux. Et je voudrais du coup rajouter un point par rapport à la présentation faite au départ par Vincent, c'est que dans l'interopérabilité, pour les établissements qui sont moins médicalisés, on peut aussi prévoir un service socle supplémentaire qui s'appelle e-parcours et qui comprend l'outil de coordination et d'orientation. Nous portons également l'outil Téléo, qui est un outil de télémédecine d'urgence et d'échange d'imagerie, qui peut être utilisé également en mode programmé pour des téléconsultations et des téléexpertises. Et enfin, nous portons la production et plutôt du coup le socle technique du SI Urgence, donc une solution pour la gestion des urgences qui est développée par l'ORU, l'Observatoire régional des urgences. Dans le cadre du programme ESMS numérique, puisque c'est ce thème qui nous rassemble aujourd'hui, notre rôle est d'encourager les professionnels à engager des actions pour développer l'usage du numérique dans leurs établissements et services. Et en premier lieu, nous les accompagnons dans toutes les étapes qui leur permettent soit d'acquérir, soit de mettre en conformité leurs dossiers usagers informatisés et interopérables. Donc, notre accompagnement repose sur 3 piliers: l'information, l'assistance et la mise en relation des établissements et services, et l'animation de communautés de pratique. Donc, concernant l'accès facilité à l'information, nous avons développé par exemple un espace dédié au programme ESMS numérique, dont l'adresse est affichée sur la diapositive, avec en particulier un espace documentaire qui pointe les articles clés pour bien comprendre les enjeux du numérique dans les pratiques du médico-social.
mais qui pointe également les articles qui concernent la coopération entre établissements et services pour soutenir le virage numérique, et puis de la documentation plus opérationnelle autour de la gestion de projets de systèmes d'information, la cartographie des fonctions qui composent un système d'information, c'est le document qu'a présenté Vincent, et des documents concernant la conduite du changement. Donc, rassembler ici, voilà, nous faisons un effort de rassembler toute cette documentation dans la présentation du programme. Vous avez les documents clés qui concernent ce programme. Nous maintenons également à jour une foire aux questions qui est co-alimentée par l'ARS et le GRAD et qui répond à toutes les questions que se posent les établissements et services lorsqu'ils candidatent aux appels à projets régionaux, notamment pour obtenir des financements et pouvoir soit mettre en conformité leur DUI, soit acquérir tout simplement un DUI. Sur le volet de l'assistance et de la mise en relation, nous pouvons vous orienter sur les offres du GRAD, que j'ai présentées très sommairement précédemment. Nous accompagnons aussi les chefs de projet des GRAP parce que la notion de regroupement de 15 établissements et plus dans le programme ESMS numérique s'appelle des GRAP. Donc, les chefs des projets des GRAP retenus à l'appel à projet de l'ARS. Et nous avons développé grâce, et j'aimerais le souligner, grâce à un groupe de travail qui a rassemblé des directeurs d'établissements, des responsables de systèmes d'information, directeurs de systèmes d'information, des responsables de qualité, des chefs de projet, nous avons développé une solution pour soutenir la constitution des GRAP. Ce groupe, qui s'est réuni 5 fois 1h30 en 3 mois, a produit 3 livrables qui répondent à une problématique. Comment mutualiser nos compétences SI? Donc, ce groupe a produit un guide qui est un bon point d'entrée pour identifier les facteurs clés de succès, les éléments facilitants, les risques, les étapes d'un projet de mutualisation de compétences en système d'information. Et au-delà de la démarche, ce guide identifie de la documentation et des outils et du coup vous donne des pointeurs pour aller plus loin. Et ce guide est complété par un recueil de retours d'expérience. Ce retour d'expérience, ce sont des groupements de coopération à différents stades de maturité, certains ayant 10 ans d'existence, d'autres 2 ans et d'autres tout juste en constitution pour pouvoir candidater à l'appel à projet de la phase d'amorçage. Ce recueil, comme le guide, est disponible sur demande. Et donc, Pascaline Barry et Gilles Brotteau qui vont témoigner pour leur candidature ont participé également à ce groupe de travail. Pour finir sur ces 3 livrables, nous avons cherché à développer un outil de mise en relation entre SMS, puisque c'est quand même un point essentiel. Il faut être 15 établissements au minimum pour pouvoir prétendre au financement de l'appel à projet régional. Et donc, comment trouver des partenaires? Alors, cette solution, elle est développée sur le site du GRAD. Sur le site du GRAD, lorsque vous allez sur l'adresse indiquée en bas à droite de l'écran, vous pouvez vous déclarer au travers d'un formulaire. Ce formulaire recueille des informations qui ensuite sont synthétisées sous forme d'une carte d'identité. Et cette carte d'identité est publiée sur le site Occitanie avec évidemment votre accord. Cette carte d'identité, donc elle regroupe des informations vraiment succinctement, le nom de l'organisme gestionnaire, la localisation, le secteur d'activité, etc. Êtes-vous équipé ou non d'une solution logicielle? Et si la GRAP est en cours de constitution, qu'elle n'a pas encore atteint les 15, mais qu'elle souhaite avoir d'autres partenaires, peut-être la liste des établissements. En tous les cas,
des informations qui vous permettent de trier et un point de contact. Ces cartes d'identité sont ensuite publiées sous forme de petites tuiles et qui vous permettent comme ça de sélectionner les groupements en constitution ou les partenaires potentiels que vous souhaitez solliciter. Sur le volet de l'animation, maintenant, nous animons des communautés de pratique. Donc, 2 groupes de travail se sont constitués durant le premier semestre 2021, émanant de propositions faites par le collectif MS et numérique Occitanie qui est organisé par l'ARS. L'un autour de la problématique de la mutualisation, je l'ai déjà évoqué précédemment, et un club de directeurs et responsables de systèmes d'information qui souhaitent échanger sur leurs expériences sur différents sujets qui ont trait au numérique. Donc, contrairement au groupe de travail qui produit dans un temps limité des livrables en réponse à une problématique, le club des DRSI a vocation à se pérenniser dans le temps et il se réunit tous les 2 mois autour d'un thème. Et selon les thèmes, il peut y avoir des intervenants externes, mais pas nécessairement. Le club des DRSI, c'est le nom de ce club, compte actuellement 44 membres et l'autre groupe a compté 20 membres actifs et certains appartiennent aux 2 groupes. La diapositive indique à titre informatif le profil des participants. Vous voyez, il y a 2 tiers. Alors, regroupés sous le terme administratif, c'est assez large. Nous avons des directeurs d'établissement, des adjoints, des responsables qualité, des chefs de projet. Et sous le terme informaticien, c'est assez large également. Directeur, référent, responsable des systèmes d'information. Donc, 2 tiers d'administratifs, 1 tiers d'informaticiens. Le secteur du handicap est très, très fortement représenté et mobilisé dans ces groupes de travail, puisqu'il représente 60% pour le secteur handicap pur et 23% mix PAPH. Et du point de vue de la région, nous avons des personnes qui viennent de tous les départements, en fait. La taille de la bulle correspond à la proportion des personnes présentes dans les groupes de travail, mais nous couvrons l'ensemble du territoire, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et cette diapositive vous rappelle nos prochains rendez-vous. Donc, le collectif médico-social piloté par l'ARS Occitanie va se réunir prochainement le 13 septembre et ensuite le 13 décembre. Le club des DRSI du médico-social, dont je viens vous parler, se réunira le 7 septembre autour du sujet de la cybersécurité, donc un sujet très très important, et le 2 novembre autour du déploiement des systèmes d'information et du DUI. Et là, on aura déjà aussi des premiers retours d'expérience de personnes qui ont candidaté sur la phase de pilote, la phase d'amorçage. Et nous proposons, nous avons ouvert une inscription à 2 groupes de travail, donc les thèmes ont été choisis par les participants du collectif. Acculturation au numérique des professionnels et du public accueilli et des publics accueillis et la transition numérique au niveau managérial. Donc, vous pouvez vous inscrire et vous retrouverez tout ça sur le site du grade au niveau de l'espace ESMS numérique. Et si besoin, n'hésitez pas à me contacter, je peux vous répondre à tout moment, par mail, par téléphone, comme vous voulez, et répondre à toutes vos interrogations, aux problématiques. Voilà, je peux vous aiguiller. Vous avez aussi un certain nombre de personnes que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui sont nos animateurs territoriaux. Et ces personnes sont vos points de contact sur tous les territoires. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Laurence et Guillaume pour cette présentation. On voit que les services proposés par le GRAD sont très riches et je pense que vous allez avoir un afflux de personnes qui vont vous demander de l'aide parce que c'est vrai que en ce moment, il y a vraiment des enjeux importants sur cet aspect, sur le numérique, au-delà même du plan SMS numérique. Donc, c'est bien de savoir qu'il y a des organismes
et des ressources disponibles pour les établissements. Alors, je vais maintenant passer la parole à Pascaline Barry et à Gilles Brotteau pour le retour d'expérience de la candidature, de la réponse à l'appel à projet pour le plan SMS numérique lors de la première phase. Voilà, on a votre écran, presque en plein écran. C'est bon, il manque plus que le son, Madame Barry. On n'a pas votre son. On a l'image, mais on n'a pas l'audio. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Bonjour, vous nous entendez? On vous entend très bien. Vous pouvez y aller. Expérience. Sachant qu'on a répondu dans le cadre de deux groupements. Un spécifique aux personnes âgées et le second est plus axé sur le secteur handicap. Je vais laisser la parole à Gilles Brotteau qui va vous présenter rapidement l'EPAS 65. Je vais y aller. Donc, l'EPAS, en fait, est un établissement public médico-social autonome. On est organisé autour de 3 pôles. Un pôle travail avec un ESAT réparti sur 5 sites et une entreprise adaptée. Un pôle hébergement qui comprend un foyer d'hébergement réparti sur 2 sites, un foyer de vie et un EHPAD. Et enfin, un pôle domicile avec un service d'accompagnement à l'aide sociale réparti aussi sur 5 sites et un service des majeurs protégés. Le tout, comme on le voit dans le nom de l'institution, sur le département des Hautes-Pyrénées. Donc, on a un établissement qui est vraiment réparti sur le territoire et qui touche donc le secteur personnes handicapées et le secteur personnes âgées. Donc, s'agissant du projet ESMS numérique, à l'origine du projet, on en a entendu parler pour la première fois lors d'une réunion du collectif médico-social et numérique, évoqué précédemment dans les interventions notamment de Madame Lucie Argino, en décembre 2020, et où nous a été présentée donc l'action numéro 20 de la CNSA, qui est axée sur ce programme-là. Donc, notre premier travail a été de nous renseigner et donc une recherche documentaire. On s'est basé sur l'instruction de la CNSA du 12 novembre qui était relative à la phase amorçage, la feuille de route stratégique du numérique en santé et celle qui est plus adaptée au secteur médico-social, à la doctrine du numérique en santé. Et on a participé à plusieurs webinaires qui présentaient cet appel à projet, notamment, et ça s'est poursuivi tout au long de la démarche de construction des grappes, ceux de la NAP, un webinaire organisé par Berger Levrault et à des webinaires de l'Agence du numérique en santé. Donc, une fois qu'on avait les périmètres et les conditions attendues pour proposer une réponse, le premier enjeu a été de constituer une grappe. Avec qui? Donc, on s'est basé sur notre réseau premier, à savoir que l'EPAS 65 participe à un groupement informatique qu'on appelle GIC, groupement informatique de coopération des Hautes-Pyrénées, qui rassemble l'EPAS, mais également un EHPAD, les balcons du Haut-Acam, et le centre Jean-Marie Larieux, qui est un établissement qui accueille des enfants handicapés. On a aussi sollicité nos partenaires locaux avec lesquels on avait l'habitude de travailler sur la région, notamment dans le 32 et dans le 09 et le 31.
Donc, avec ces premiers partenaires, on a organisé une première réunion d'échange et de cadrage en février 2021. L'objectif était de voir un peu les attendus et les besoins de chaque structure et de faire cet état des lieux pour constituer une grappe. À l'issue de cette réunion, en fait, on s'est rendu compte que tous les participants ne pouvaient constituer une seule grappe. On avait deux grappes en fait qui apparaissaient. Une autour de la mise en conformité, puisque notamment beaucoup d'EHPAD qui ont participé à cette première réunion de cadrage avaient le même logiciel, en l'occurrence NetOne, et qu'il fallait donc le faire évoluer pour se mettre en conformité, notamment avec les services socles. Par contre, les établissements du secteur adulte handicapé ne disposaient pas de logiciel DUI. Donc, il a été convenu qu'on allait constituer deux grappes, l'une sur le secteur des personnes âgées mises en conformité, l'autre secteur adultes handicapés pour une acquisition. Donc là, en faisant scission, nous n'atteignions pas la taille critique, à savoir 3 organismes gestionnaires et au minima 15 établissements pour pouvoir répondre. Donc, on a mis une stratégie en place en fait pour que chaque établissement participant utilise son propre réseau pour essayer d'atteindre cette taille critique sur chacune des grappes. Notamment, on a sollicité le GREX, qui est une association de directeurs d'établissements du médico-social public, l'ADESPA, qui est une association régionale autour des EHPAD, mais on s'est également rapproché des éditeurs avec lesquels nous travaillons, donc NetOne d'une part, mais également Berger-Levrault, pour essayer justement de trouver de nouveaux partenaires qui seraient intéressés pour rentrer dans cette grappe. Donc, à l'issue de toutes ces recherches, on a pu trouver suffisamment de partenaires pour asseoir ces deux grappes. On a constitué donc une première grappe interrégionale qui touche la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie et qui est constituée de 18 établissements et de 14 OG. La particularité, c'est que de secteur personnes âgées, on a étendu au secteur personnes handicapées, le logiciel, en l'occurrence NetSoin, convenant pour les femmes. Et c'est pour ça qu'un établissement en particulier de cette grappe est du secteur personnes handicapées. Et on va sur une grappe assez large sur le territoire, puisqu'on touche l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, mais on va du côté de Royan également, et en passant par les Landes. La deuxième grappe a été régionale pour l'acquisition d'un DUI pour le secteur des personnes handicapées, constitué donc de 16 établissements et de 3 OG. Une fois les grappes constituées, il a fallu déterminer un système de gouvernance. On a donc désigné dans chacune des grappes un établissement porteur de projet qui avait pour rôle d'animer la démarche, ce qui est assez chronophage, puisque l'EHPAD est donc porteur de projet de la grappe handicap. Et on a un établissement partenaire, l'EHPAD de Valcon de l'Otacam, qui est porteur de projet de la grappe personnes âgées. Donc, notre rôle a été de préparer, d'assurer le suivi des réunions, diffuser les comptes rendus, convoquer, mais également être l'interlocuteur de l'ARS, du RESA et du GRAD, qui, on le verra juste après, nous ont apporté une grande aide et nous ont permis d'orienter notre réponse au gré des évolutions, notamment de l'appel à projet. Puisqu'il faut savoir que la date limite de dépôt des réponses avait été reportée. Il s'agit bien d'une phase d'amorçage et que si à l'origine le projet ne devait être comme projet ou de mise en conformité ou d'acquisition, il a été possible de mixer les grappes en intégrant une majorité à chaque fois, que ce soit dans la conformité ou que ce soit dans l'acquisition. Deuxième point, il a fallu nommer un AMO technique. C'est très important pour la réussite du projet, pour son déploiement. Alors, l'une des grappes a un AMO technique en interne. Pour les passes, on a la chance d'avoir un ingénieur informatique. C'est donc lui qui aura en charge la conduite technique du projet. Et l'autre grappe, en l'occurrence sur le secteur personnes âgées, va faire appel à un AMO externe. On est en cours de recrutement.
On a mis un système de gouvernance avec plusieurs niveaux gradués, un comité de pilotage pluridisciplinaire qui comprend des techniciens, des directeurs, mais aussi des cadres de santé, des responsables techniques et administratifs, des cadres socio-éducatifs pour la partie handicap. Deuxième niveau, un comité technique d'informaticiens qu'on a pu créer sur une des grappes, celle du handicap, parce que chaque établissement avait un poste d'informaticien. Et donc, il nous a paru nécessaire que chacun puisse se coordonner pour suivre la démarche. On a donc bien profité de cette opportunité pour l'instaurer. Ce comité technique peut aussi rassembler, s'il n'y a pas d'informaticien en interne, les interlocuteurs de chaque établissement, souvent externalisés, qui assurent ce rôle dans la structure. Et enfin, le troisième niveau, ça a été d'avoir des référents d'établissement et métiers pour pouvoir assurer le déploiement du logiciel, puisque ce sont les agents de terrain qui seront les meilleurs ambassadeurs en fait pour assurer une mise en place réussie en fait, du DUI, que ce soit dans son évolution ou en cas d'acquisition. Au niveau des réunions, donc nous avons organisé 6 réunions pour chaque grappe. Une réunion pour déjà connaître les différentes structures et déterminer le porteur de projet de la grappe, comme l'a signalé Salvari précédemment. Ensuite, il y a eu 3 réunions pour établir un état des lieux, recensement des besoins en termes de matériel, en termes aussi humains par rapport aux futures formations liées à l'acquisition du logiciel ou de la mise en conformité du logiciel. Le choix des services socles, c'est aussi important de se mettre d'accord sur ce choix-là. Enfin, l'écriture de la convention du groupement. Une réunion a été aussi faite pour valider le cahier des charges en vue de la réponse et au dépôt sur la liste. Et une réunion enfin pour valider la réponse de l'appel à projet. Alors, pour l'état des besoins par rapport à l'appel à projet, on est parti sur une grille d'audit qu'on a transmise à l'ensemble des établissements de la grappe sur l'état de leur SI. Ça a permis un petit peu de voir les points faibles et les points forts au niveau du système d'information de la grappe et de repérer tout ce qui était points faibles, mais en fait des axes d'amélioration en vue d'améliorer le SI. Un état des lieux en termes des besoins matériels aussi, puisqu'il y avait possibilité d'avoir 20 000 euros pour acquérir du matériel en vue du déploiement ou de la mise en conformité du logiciel. Un état des lieux en termes des besoins logiciels aussi, et un état des besoins humains en termes de formation. Donc, c'est ce tableau-là qui a été réalisé par donc les porteurs de projet et en réponse rapide a été demandée aux établissements. Et il faut savoir que tout le monde a joué le jeu en ce qui nous concerne, les 2 grappes. Il y a eu des réponses assez rapides. Et ça, c'est vraiment très important au tout début du projet de cibler, d'avoir des rétro-plannings de manière à ce qu'on ne perde pas de temps et qu'on réponde dans les délais. Voilà. Donc, à l'issue de ça, on a réalisé un bilan sur les différents besoins afin de faire émerger les besoins globaux de la grappe intégrés dans la convention. Donc, voilà, avec des projets en cours, les projets à mettre en œuvre et l'état de besoin des DUI pour chaque établissement. À la suite de ça, on a pu rédiger un document de projet en reprenant les besoins de chaque établissement. On s'est renseigné sur les différents outils socles, donc voilà, la messagerie sécurisée de données santé, Spico, voilà, via trajectoire, voilà, on s'est renseigné sur les divers outils socles qui pouvaient où on pouvait être à disposition, qu'on pouvait nous mettre à disposition pour savoir un petit peu vers quoi on allait tendre. Ensuite, on a demandé des devis pour le matériel. Donc, essentiellement sur le OVESA, pour ce qui concerne la grappe acquisition et pour la grappe
mise en conformité, c'est des devis autour des entreprises environnantes. Chiffrage du coût de la formation et ensuite chiffrage du coût logiciel. Donc, on a fait, donc ça concerne les deux. Hein, on a demandé un chiffrage aux différents éditeurs. Par la suite, une fois qu'on avait tous ces éléments, on a pu réaliser un plan prévisionnel de financement pour la grappe. Le dépôt. Alors, le dépôt, il ne faut surtout pas, alors ça c'est un conseil, déposer votre dossier 2 heures avant la date limite. Dans un premier temps, il va falloir transformer tous les documents en PDF une fois qu'ils seront validés par l'ensemble de la grappe. Il faudra vérifier que le dossier soit complet, que les modèles de convention soient adaptés, et il faut que vous ayez toutes les lettres d'engagement. Donc ça, c'est aussi un travail administratif important qui doit être réalisé par le porteur de projet pour vérifier que toutes les signatures soient dans le document. Je précise qu'on a eu 2 modèles qui ont été remis par l'ARS, qui nous a aidé justement à construire ce projet, et qu'on a repris la lettre d'engagement et qu'on a adopté le modèle de convention, notamment en ajoutant une dimension RGPD qui n'apparaissait pas. Ensuite, vous allez vous connecter, on s'est connecté sur la plateforme Galis. Faites attention, on s'est fait avoir au tout début. On n'enregistrait pas au fur et à mesure, et en fait, au bout d'un moment, quand vous êtes pris parce que vous avez un peu de fil ou autre, quand vous revenez sur le dossier, il s'est perdu, vous devez recommencer depuis le début. Donc, pensez à enregistrer régulièrement. Voilà. Les éléments facilitateurs, je vais laisser la parole à Mme Barry. Alors, il y a eu beaucoup d'éléments facilitateurs puisque on a été sur une planification très contrainte. Alors, en moins de 3 mois, on a dû constituer les grappes, coordonner des structures qui ont dû s'associer, qui parfois n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Donc, je souligne l'importance, et nous, ce qui a été un succès, qui a été dit tout à l'heure par M. Grotto, c'est l'implication et la réactivité de l'ensemble des organismes gestionnaires et des établissements. À l'issue des réunions, des échanges par mail, je pouvais demander des éléments complémentaires et j'avais très rapidement des retours, ce qui a permis de construire une réponse coordonnée et qui tienne la route. Même si on ne se connaissait pas, un des deuxièmes points qui a été très facilitateur, ça a été le climat de confiance au sein des grappes, notamment à celle des personnes âgées où on est beaucoup d'organismes gestionnaires autour de la table. C'est là où on touche le plus large territoire, mais chacun travaille dans le même sens, on partage tous les mêmes valeurs, les mêmes principes et ça se ressent dans le travail que nous poursuivons aujourd'hui. L'aide de l'ARS et du GRAD. Monsieur De Joybert, Madame Lucie-Orgino ont été d'une grande aide et là aussi, je souligne leur réactivité sur une phase d'amorçage où il y a pu y avoir des ajustements et beaucoup de questionnements de notre part, mais de l'ensemble des porteurs de projets qui ont déposé sur cette première phase. Et enfin, une des chances pour nous aussi pour avoir pas mal d'informations, avoir du réseau, a été le fait que l'établissement participait au collectif numérique médico-social régional auquel j'invite les futurs adhérents à se joindre et qui ont été présentés tout à l'heure justement par Madame Lucie-Orgino. Au niveau des enjeux, je noterai l'importance du porteur de projet qui est un véritable chef d'orchestre et un élément fédérateur. On a un rôle d'impulsion qui est très important. C'est lui qui va donner la dynamique. Gilles Grotto l'a dit tout à l'heure sur l'importance du rétro-planning, le respect, le rappel des échéances, le cas échéant. C'est lui qui va à la recherche de l'information et qui assure le lien avec nos différents interlocuteurs et qui fait le dépôt sur Galis, mais également répond aux demandes complémentaires. Je dirais que notre enjeu a été justement la phase d'amorçage qui a connu des évolutions au gré des semaines
et qui a demandé une grande adaptation de notre part. Il faut savoir qu'on a eu, par exemple, des conditions complémentaires qui nous ont été annoncées le vendredi lors d'une réunion avec le RESA sur le fait qu'on ne pouvait pas mixer dans une grappe un logiciel hébergé en interne ou une solution externalisée en mode SaaS. Ce qui a conduit, pour notre part, et une fois là encore, je souligne la réactivité du groupement, à modifier l'offre le vendredi à moins de 72 heures de la date limite de réponse. Mais ça, c'est aussi les aléas d'une phase, on va dire, d'amorçage auquel on a su s'adapter. Le lien avec le RESA nous a questionné aussi, puisqu'il nous a été clairement dit que la négociation ne serait pas faite. C'était un interlocuteur indispensable, mais parfois, par exemple, on sait que sur NetSoin, on va devoir publier l'offre pour la mise en conformité, sachant qu'on dispose déjà du logiciel et qu'on ne peut pas faire de la mise en concurrence réelle. Donc c'est un travail qu'on poursuivra en répondant effectivement au système d'acquisition dynamique. Et enfin, un des autres enjeux importants, notamment si vous choisissez une solution externalisée, on le voit par rapport à la configuration de l'espace, et la petite carte en bas à droite, c'est un travail qu'on a mené en parallèle, nous, à savoir le raccordement des sites à la fibre avec Haute-Pyrénées haut débit, qui est une régie justement qui déploie un réseau professionnel sur le département. Pour que le logiciel DUI fonctionne, il faut l'association des équipes, il faut l'implication des responsables et des directeurs, mais il faut également pouvoir, d'un point de vue technique, proposer un réseau suffisant et efficient. Et donc, surtout dans les zones rurales, c'est un des points à ne pas négliger pour pouvoir réussir votre projet de déploiement ou de mise en conformité. Et enfin, pour les conseils, M. Breton reprend la parole. Alors, pour les conseils, c'est déjà, le premier conseil, c'est de créer un copil technique autour du projet. C'est vraiment très, très important pour de connaître votre système d'information et de voir comment vous pouvez le faire évoluer. Établir des règles pour l'ensemble des établissements de la grappe, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est au tout début, lors de la première réunion, il faut fixer ces règles-là. Établir un calendrier rétro-planning, c'est le plus important, hein, puisqu'il faut suivre, il faut tenir les délais. Et enfin, avoir entamé la démarche RGPD, à minima, il faut que vous ayez un délégué à la protection des données. Voilà. Au niveau de l'EPAST, ça avait déjà été entamé il y a plus de 2 ans. Mais voilà, on a eu la chance d'avoir, nous, entamé la démarche, ce qui a permis, en fait, pour la grappe et pour les établissements, certains établissements de la grappe, de profiter de notre expérience autour du RGPD. Voilà, on vous remercie à tous. Si vous avez des questions, on se tient à disposition. J'invite tous les établissements qui sont intéressés pour répondre à l'appel à projet à effectivement se connecter sur l'outil mis en place par le GRAD pour mettre en lien les structures, qui nous aurait grandement facilité la tâche, nous, en février. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Madame Barry, Monsieur Breton pour ce témoignage très intéressant. Ça mériterait d'être diffusé au niveau national et d'être largement partagé parce que c'est un cas d'école dont j'espère que tout le monde pourra s'inspirer. Et vous l'avez parfaitement présenté avec même les petits conseils de fin de présentation, c'était parfait. Alors justement, par rapport à ce retour d'expérience, même si on a quelques minutes de retard, c'est le moment de poser vos questions. Vous avez sur la droite du panneau GoToWebinar une rubrique qui s'appelle questions ou chat et vous pouvez poser vos questions directement dans le chat. On pourra y répondre en direct. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire a posteriori, hein, vous aurez les coordonnées de tous les intervenants. Mais on a encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, que ce soit sur le plan SMS numérique au sens large, sur l'accompagnement et les services que peut
proposer le grade e-santé Occitanie ou sur le retour d'expérience de l'EPAS 65. N'hésitez pas à poser vos questions. On regarde ça de près et on attend la première question pour pouvoir y répondre. Alors c'est toujours la première qui est un petit peu longue à venir, mais après ça va mieux. Si pendant ce temps-là, l'un des intervenants a un complément à faire ou souhaite rebondir sur un élément de la présentation, n'hésitez pas. Et moi, je me permets donc c'est Laurence Le Surgino, je me permets de reprendre la parole. Merci Madame Barry et Monsieur Breteau, effectivement, pour ce bon retour d'expérience. Et on a pu effectivement apprécier toujours ce partage, ces retours d'expérience et l'importance de ne pas être seul, en fait, dans cette conduite du changement pour prendre le virage numérique, en fait. C'est important, c'est pour ça que nous mettons en place le plus de groupes, on peut les appeler groupes d'échange, groupes de travail, groupes d'entraide. Mais en tous les cas, c'est très important de ne pas rester seul avec vos questions et qu'on essaye toujours de faire aussi un cryptage ensemble. Madame Barry a souligné effectivement les allers-retours et les difficultés autour de l'instruction pour répondre à l'appel à projet. C'est pour ça qu'on avait développé avec M. de Joibert une foire aux questions. Voilà, on essaye de s'adapter pour répondre vraiment à vos besoins et aux difficultés que vous rencontrez sur le terrain, mais du coup, il ne faut pas hésiter non seulement à participer au groupe pour pouvoir faire remonter vos besoins et écouter les expériences des autres, mais aussi directement à nous faire part de vos difficultés. Voilà, parce que c'est le meilleur moyen pour vous apporter des réponses concrètes. Je ne sais pas si des questions sont arrivées. Oui, merci pour ce complément. Il y a effectivement deux questions. Alors de Nicolas Avi qui nous dit: j'avais entendu qu'il y avait un UGAP Santé, quel est son nom? Quels sont les logiciels recensés par cet organisme pour PA ou pour PH? Alors vous faites peut-être référence au RESA, qui est l'organisme qui a été sélectionné par la CNSA pour l'accompagner dans la mise en place du système d'acquisition dynamique. Le RESA est une centrale d'achat, pour faire simple, un petit peu comme le GAP, mais spécialisée dans le secteur de la santé, donc je pense que c'est à ça que vous faites référence. Et le RESA s'est chargé de référencer un certain nombre d'éditeurs qui sont conformes à un cahier des charges. Donc ça m'amène sur votre deuxième question. Existe-t-il une étude de l'ARS qui compare les logiciels? Je pense que la réponse est non et je vois difficilement comment l'ARS pourrait se positionner de cette façon-là. En revanche, dans le cadre du plan et du Ségur de la santé d'une façon générale, tous les éditeurs devront se conformer à un certain nombre d'impératifs qu'on a vus à travers les services socles, les référentiels socles, les plateformes nationales et également ce qui est en train d'être travaillé au niveau médico-social, le DSR, donc qui est le dossier de spécification de référencement. Pour faire simple, la DNS, donc la Direction du numérique en santé, qui dépend du ministère de la Santé, qui travaille avec également l'Agence du numérique en santé, est en train de définir, on va dire, pas dire un méga cahier des charges, mais enfin en tout cas un ensemble de spécifications fonctionnelles que devront respecter les éditeurs pour pouvoir commercialiser leurs solutions auprès des structures et que celles-ci soient financées à travers les crédits du Ségur. Donc il n'y a pas évidemment de comparaison comparative de la part d'une instance publique sur des logiciels. En revanche, tout est fait pour que les logiciels dont vous bénéficierez soient conformes à ce qui est attendu
par vous et par les pouvoirs publics dans le cadre de la modernisation des systèmes d'information de santé. Donc c'est vraiment cette labellisation qui va arriver, ce référencement dans le cadre du Ségur. Là, je ne parle pas du référencement du RESA, qui a été un premier référencement uniquement dédié au plan SMS numérique, sur lequel les éditeurs s'engageaient à respecter un certain nombre de contraintes. Là, le référencement dans le cadre du dossier de spécification de référencement dans le cadre du Ségur, c'est pas juste un engagement, il va aussi falloir apporter la preuve qu'on est bien conforme à un certain nombre de critères et notamment de cas d'usage. Donc ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus lourd. Et c'est une façon finalement de vous assurer que les logiciels que vous pourrez acquérir par ce biais-là respectent un certain niveau de qualité, de fonctionnalité, etc., etc. Voilà pour cet aspect. Et non, vous ne retrouverez pas sur le RESA les logiciels référencés pour une raison que j'ignore, ni auprès de la CNSA qui n'a pas diffusé officiellement la liste de tous les éditeurs référencés. En revanche, vous pouvez partir du principe que quasiment tous les logiciels connus qui sont déjà implantés sur le marché ont été référencés par le RESA et il y a de fortes chances qu'ils soient aussi bientôt référencés dans le cadre du DSR. Et y a-t-il d'autres questions sur ce webinaire? Il est 42, on peut se laisser encore 3 minutes, on aura un petit quart d'heure de retard, ce qui est tout à fait raisonnable en Occitanie. Alors ce référencement, quand est-ce qu'il sera fait, hein? Donc nouvelle question. Écoutez, sur le médico-social, ça a commencé les premières réunions de la task force médico-sociale ont commencé le mois dernier. La deuxième a eu lieu avant-hier. Normalement, les spécifications devraient être disponibles pour les éditeurs d'ici, on va dire dans le courant de l'été au plus tard à la rentrée. Et sur la première vague de spécifications, les éditeurs auront jusqu'au 31 décembre 2021 pour se conformer et ensuite pouvoir passer en quelque sorte l'examen, pouvoir apporter la preuve qu'ils respectent bien les spécificités de la première vague et donc avoir ce premier niveau de référencement. Donc là, sur le sanitaire, ils sont un petit peu plus en avance puisque ça a commencé un peu avant. Donc sur le médico-social, c'est vraiment en cours et les premiers effets concrets seront d'ici la fin de l'année, début 2022. Une autre question de Julie Benoît. Vous aimeriez connaître les contraintes du déploiement en zone rurale, notamment parce que l'implantation de la fibre optique a été citée dans le cas d'usage. Alors là, je peux difficilement vous répondre, mais effectivement, c'est un vrai sujet. Est-ce que voilà, vous avez un retour ou un conseil à donner par rapport à cet aspect? Vous avez, Madame Barry, évoqué l'aspect infrastructure. L'aspect infrastructure, oui, il est essentiel à monde rural, puisque nous, on le voit, on est situé aussi bien dans des zones urbaines, sur certains de nos sites, que dans des zones rurales. Et on a souvent des problèmes de connexion. Si vous externalisez le logiciel BUI et que vous n'arrivez pas à vous connecter, ou que les connexions se font lentement, vous allez créer du mécontentement, au moins une désaffection par rapport à la solution que vous déploierez. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a été attentif. Alors, on a de la chance puisque dans les Hautes-Pyrénées, effectivement, le département déploie la fibre professionnelle. Il faut vous renseigner selon le secteur où vous vous situez auprès des autorités sur les projets en cours, sachant que en parallèle, en termes de réseau privé, on sait que nous, Orange déploie aussi aujourd'hui, y compris dans les zones rurales. Voilà, mais c'est un des points à ne pas négliger dans le déploiement d'un dossier unique informatisé. Vous allez aussi avoir d'autres projets avec peut-être aussi l'intégration de la télémédecine et
Et du coup, ça sera aussi important d'avoir un bon débit au niveau de vos sites. Et effectivement, en complément sur cet aspect de connexion et de haut débit, et c'est probablement pour ça que vous avez fait ce choix-là, les passes 65, mais c'est d'acquérir le logiciel en mode on-premise, donc par opposition au mode SaaS, qui est en mode hébergé. Là, vous l'hébergez chez vous sur votre propre infrastructure. Ça vous permet de limiter un peu les potentiels problèmes de connexion, même si vous êtes multisite, mais ça limite peut-être un peu les choses par rapport à un hébergement qui serait ailleurs. En revanche, ça nécessite d'avoir les compétences, une ressource interne qui est capable de gérer un système d'information, des serveurs, etc. Mais normalement, les éditeurs peuvent vous proposer les deux solutions, que ce soit installé chez vous ou hébergé sur un data center agréé pour les données de santé. Bien, écoutez, comme il n'y a plus de questions et qu'il est 10h46, je vous propose de clôturer ce webinaire dédié au plan SMS numérique. Merci à tous les participants, merci pour vos questions, merci aussi également à tous les intervenants pour la clarté et la pertinence de vos interventions. Je pense que c'était une première, mais une bonne première, et on aura probablement l'occasion d'en rediscuter et de rediffuser peut-être des webinaires de ce type-là. En tout cas, celui-là a été enregistré. Il sera probablement mis à disposition de façon à ce que chacun puisse le réécouter et se réimprégner des bons conseils et des bonnes informations entendues au cours de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci. Merci.